On dirait dessus. So good you would not know it was done by a woman. Tu es fada ou quoi? Eh bien, je crois qu'il a éveillé en moi des forces que je ne soupçonnais You have to have a pas. lot of passion. I have a dream. Nous pouvons tous être des acteurs du changement. Je suis Mia Batman et vous écoutez On dirait le Sud, un podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs, artistes, sportifs du sud de la France, mais pas seulement. Dans cette émission, je vous propose des conversations avec des personnes passionnées par ce qu'ils font, engagées dans des projets qui ont du sens pour eux, extrêmement généreux en partage d'expériences. Ce podcast est indépendant et non financé. Si vous souhaitez m'aider à le faire vivre, vous pouvez le faire en mettant une note 5 étoiles sur iTunes et en me laissant un commentaire. Cela compte beaucoup. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Ruth, le CEO de Durance, une marque très connue dans le monde de la bougie parfumée, des parfums d'intérieur, de la cosmétique naturelle qui fabrique ses produits en France, en plein cœur de notre jolie Provence, à Grignan. Et elle est présente partout sur le territoire français, bien sûr, mais aussi à l'export, en Europe, en Asie ou encore aux Émirats arabes. Nicolas partage avec moi ses débuts chez Durance, où il a dû tout développer, la distribution, la force de vente, l'export, les nouveaux produits. Ils étaient 5 collaborateurs à travailler dans une ferme quand il est arrivé. Ils sont maintenant 110 à travailler dans ce qui est devenu une entreprise moderne. Un très long chemin et un bel développement pour cette marque qui représente aujourd'hui la Provence dans le monde entier. Autant vous dire que Nicolas est un chef d'entreprise très expérimenté. C'est une magnifique histoire d'entreprise familiale avec une cohésion très forte, des collaborateurs très compétents dont Nicolas nous en parle avec beaucoup de fierté. Il est aussi un grand amoureux de voyage, de la culture, de la nature, des passions bien ancrées dans l'univers Durance, des parfums et de la cosmétique très proches de la nature et de l'artisanat. Je tiens à remercier Guillaume Pellegrin pour la mise en relation avec qui j'ai enregistré l'épisode 5 du podcast que je vous recommande d'écouter car il est à son tour très intéressant et très riche en enseignements. Je vous invite à rester avec nous pour cette conversation inspirante car je suis sûre que vous allez apprendre beaucoup de choses que vous pourrez appliquer dans votre vie perso ou pro. Allez, bonne écoute sur On dirait le Sud. Bonjour Nicolas. Bonjour Mia. C'est un plaisir de venir ici chez vous, chez Durance. On est toujours dans le sud de la France, même si le temps n'a pas l'air de... C'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de chance. Ouais. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter ? Alors oui, je m'appelle Nicolas Ruth. Je vis dans le sud de la France depuis 20 ans. Je suis parisien à l'origine, mais ça fait 20 ans et presque la moitié de ma vie que je vis ici dans le sud de la France. Je dirige une entreprise qui s'appelle Durance, qui a 2 métiers. Un métier qui est parfumer l'intérieur, la senteur de l'intérieur, et un autre métier qui est la cosmétique naturelle. Et on défend et on vend le sud de la France dans le monde entier, puisqu'on est présent dans une 50aine de pays. Voilà. Et après, je suis également mari et père. Et donc, j'ai une femme qui est nutritionniste pharmacien, qui aime également la nourriture du sud de la France et qui fait pas mal de choses autour de ça. Et une fille qui a 6 ans. Voilà. T'es parisien expatrié dans le sud. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler rapidement peut-être de ton éducation, des valeurs peut-être que tes parents t'ont transmis, de ton enfance ? J'ai passé une très bonne enfance, assez heureuse, pas mal avec les copains. Moi, je suis très copain, bande, amis, et donc j'ai été plutôt heureux. Et après, j'ai une éducation assez tournée vers le travail. En fait, j'ai des souvenirs pour gagner de l'argent de poche, j'ai beaucoup tondu, fait de jardinage dans la maison, ce genre de choses. La valeur travail a toujours été quelque chose d'important. Et d'autre part, un côté marchand et commerçant assez développé. Du côté de mon père, il y avait beaucoup de commerçants qui avaient des commerces, des merceries, ce qu'on appelait des sortes de petits grands magasins de l'époque, en fait, il y a longtemps, donc qui sont faits sur plusieurs générations. Et
mon père et ses frères. C'est une fratrie de 6 garçons. Il y en a pas mal qui ont travaillé dans le commerce, en fait, et qui ont dirigé des entreprises. Et donc, il y a cette culture familiale de l'entreprise et du produit aussi, beaucoup. Et c'était des entreprises souvent de biens de consommation. Donc c'était des personnes qui travaillaient avec des produits, qui lançaient des produits, qui regardaient le marché. Et j'ai grandi moi sur leurs genoux à écouter ces hommes parler de commerce, et ça m'a tout de suite intéressé en fait. Si t'interrogeais mes copains, pour eux c'était assez simple. Je savais ce que je voulais faire en fait, et ils me disaient, pour moi ça a toujours été simple. Je savais ce que je voulais faire. Je voulais travailler dans le commerce en fait. Ça m'a toujours apporté cette envie de faire du commerce. Et puis je suis lié aussi au sud de la France parce que mon père a développé une marque, a lancé une marque qui s'appelle le Petit Marseillais. Et donc j'ai grandi dans cet univers du sud quand même, parce que les gens se rendent pas compte, mais quand on travaille sur une marque, quand on lance une marque, ça devient un référent familial presque aussi. Donc j'ai grandi avec des marques, avec des entrepreneurs, et donc je pense qu'on se nourrit un peu de tout ça. Alors à ce moment-là, je n'avais pas fait la connexion, mais oui, il parle bien du référent en gel douche en grande distrib, le Petit Marseillais, qu'on connaît tous, qu'on a déjà vu dans les rayons d'un supermarché, dont le logo est un petit marin. La marque, qui connaît toujours un grand succès, a été rachetée par Johnson & Johnson. Quand il a monté cette marque, tu avais quel âge toi ? Alors je te dirais une bêtise, je sais pas, j'avais moins de 10 ans, certainement. J'ai des souvenirs de faire des tests produits assez jeunes. Très petit, j'ai des souvenirs de faire des... ils avaient lancé une marque qui s'appelait Primage aussi. Alors, je sais pas si elle existe toujours. Je crois pas qu'elle existe en grande distribution. Et donc, je faisais des tests de dentifrice, goût banane ou framboise. Petit, je me rappelle très très bien déjà d'être dans le produit, mais donc voilà, tu vois, il y a cette culture familiale du produit. Tu as baigné très tôt dans cet univers-là, donc tu dis que c'est certainement ce qui t'a donné envie par la suite de faire. Ah oui, je pense que c'est sûr. J'ai aimé ça, quoi. J'ai aimé les voir, j'ai aimé, c'était des référents, quoi. Donc, inspiré. Oui, tout à fait. Du coup, pour tes études, tu fais une école de commerce. Tout à fait. Tu l'as fait dans cette optique-là aussi. Oui, tout à fait. Je fais une école. J'ai fait. Alors moi, je voulais pas faire de prépa parce que j'étais en pension et j'étais dans une pension qui était assez stricte où on était en costard cravate. C'était un peu à l'anglaise, à l'ancienne, avec des douches qui n'étaient pas forcément chaudes tout le temps, des trucs comme ça. Et donc j'avais besoin de liberté en fait. J'ai vécu ça. Comme je suis quelqu'un qui aime bien la liberté et l'indépendance, donc j'avais ce besoin-là en fait, et je me suis dit bon, je sais ce que je veux faire une école de commerce, et j'ai passé des concours, et l'ESSEC avait mis un BBA en place en fait, et je suis entré au BBA de l'ESSEC et j'ai été pris, et voilà. Alors je sais pas si j'ai appris beaucoup de trucs là-bas, honnêtement, quelques trucs, mais plus les travaux de groupe en fait qui étaient sympas quand même. Il y avait les travaux de groupe, on t'apprend aussi, tout le monde le sait en école de commerce, c'est assez festif, donc on t'apprend différentes choses, mais ce qui sert aussi pour le team building, hein, donc voilà. Et puis après c'était très orienté international quand même, donc je suis parti en université au Canada, à Toronto. Et après, je suis parti également en Angleterre, à Manchester. Donc, ça m'a appris quand même l'international, la culture. Et puis, quand tu as des cours, tu dois placer un diplôme dans une autre langue, t'es obligé de bosser, quoi. Donc, ça m'a appris quand même à apprendre les langues, et ça m'a poussé un peu quand même. Ton premier job est dans une agence web. Tout à fait, ouais. C'est ton premier et dernier job dans une autre entreprise que... Oui, alors mon père m'avait proposé à l'époque de rentrer dans l'entreprise, qui était on avait racheté une ferme, ça correspondait à peu près pareil, une ferme qui s'appelait Lavandin-Grignan en 98. Il m'avait dit, si tu veux, tu peux rentrer. Mais alors, du coup, ton père avait déjà vendu le Petit Marseillais ? Alors, il avait des parts, mais c'était pas le majoritaire, en fait. Donc, il était plus dans cette histoire. Et alors, moi, quand je sors d'école de commerce, c'est vraiment le début d'Internet que j'avais vu arriver quand j'étais au Canada. Et c'était assez sympa parce que
Déjà, on te recrutait. Moi, j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur le commerce électronique et on te recrutait dans le commerce électronique assez facilement. Donc, c'était bien. Dans les années 2000, là, un peu un peu avant. un peu avant, ouais. Donc, et je te dirais une bêtise, j'avais 97, 98 dans ces eaux-là. Et donc, quand je suis sorti sur le marché, le fait d'avoir fait un mémoire de commerce sur le commerce électronique, j'avais un vernis, je connaissais rien, mais j'avais un vernis qui a plu à une agence web, et puis l'entretien s'est bien déroulé, et ils m'ont pris, et donc c'était assez génial parce qu'on te confiait beaucoup de responsabilités, parce que personne n'y connaissait quoi que ce soit et tout le monde voulait des sites. Donc je me suis retrouvé à développer les sites pour la Société Générale, qui était notre client, en fait, notre prestataire, et fallait que je travaille sur la création de noms de marque, fallait gérer des développeurs, fallait gérer des graphistes, et donc je m'occupais de projets comme ça, et ça a été formateur parce que fallait pas mal bosser, et d'une part, et d'autre part, il y avait déjà le management assez jeune d'équipes diverses, en fait, donc des graphistes, des informaticiens, et donc c'était vraiment très très bien, très très bien. Et j'ai arrêté. Pourquoi j'ai arrêté? En fait, on était un prestataire de service. Et moi, j'ai grandi, j'avais le goût du produit, en fait. J'aimais ça. Et en même temps que je faisais mes études, le dimanche matin, je travaillais dans une boutique de cosmétiques et je vendais des produits. Et donc j'avais ce contact-là, et je faisais des remplacements aussi quand les responsables de boutique n'étaient pas là durant leurs vacances ou des trucs comme ça. Et j'aimais la vente, en fait. J'aimais le produit, et ça me manquait, quoi. Et je suis parti faire le tour du Cambodge en moto avec des copains, et c'est souvent dans ces moments-là où on prend un peu plus de distance par rapport aux choses, et je me suis dit que le produit me manquait, en fait. Ça me manquait vraiment. J'aimais les produits, et donc finalement j'en ai parlé avec mon père, et je suis arrivé dans une entreprise qui s'appelait le Lavandin de Grignan, qui était une petite entreprise qui avait été reprise, en fait, par ça. Il n'y avait pas grand chose. On vendait surtout des pochons en tissu provençal, tu vois, avec de la lavande dedans. C'était le gros du marché. Et mon père avait apporté une marque, Durance, et une collection de produits, dont une qui marche toujours très bien, qui est la bougie. Et donc il y avait ça, et voilà, on est parti de ça. Et il y avait un équilibre au départ entre l'expérience de mon père et en même temps l'énergie de quelqu'un qui avait 25-30 ans, qui avait envie de faire les choses. C'est un bel équilibre. Et concrètement, comment ça se passe? Vous fusionnez avec le Lavandin de Grignan? Alors, dans les faits, oui, en effet, dans les faits, je crois qu'il y a une fusion. On reprend le Lavandin de Grignan et on met une marque qui s'appelle Durance. Voilà. Et petit à petit, donc, ça se développe, et c'est dans une ferme à Grignan, qu'on n'est pas très nombreux au départ. Vous avez tout de suite produit là-bas? Alors, il y avait déjà l'outil. Il y avait déjà l'outil. Il fallait à l'époque, pour faire un pochon de lavande, il faut du tissu, il faut le couper, il faut le coudre, il faut le remplir. Et donc, c'était une grosse partie du travail de l'époque. Hein. Il y avait des opératrices qui faisaient ça en France. Hein. C'était pas fait à l'étranger. Hein. Et donc, déjà, c'est le Made in France, c'est Made in Provence. On est en Provence, et on fait des choses. Et après, pour la distribution, il y avait 2 commerciaux qui étaient sur le sud de la France. Et si tu veux, la distribution, c'était les boutiques cadeaux, déco. Alors, toi, tu peux dire un peu les boubouis touristiques, tu vas jamais, toi, mais c'était ça à l'origine, la distribution. Et on est arrivé durant une période où c'était le début de la décoration. Donc vraiment, il y a le salon Maison Objet qui s'est mis en place. On a fait le salon Maison Objet. Petit à petit, on a recruté des VRP multicartes qui étaient sur la France. Alors, c'était... Je les appelais, ils le savent, hein, c'était un peu l'armée mexicaine, quoi. C'est-à-dire plein de personnalités très, très différentes, qui n'étaient pas forcément... qui étaient un peu des roublards, quoi, des vieux de la vieille, tu vois, des VRP qui étaient bien plus âgés que moi, et qu'il a fallu qu'on anime, ouais, que j'anime, que je développe, et avec tout ça, on a réussi petit à petit à faire une très belle distribution en France, bien développée, et beaucoup à l'international aussi.
Et petit à petit, on a racheté les secteurs des VRP. On a construit, maintenant on a nos propres forces commerciales. À part les 2 historiques qu'on a toujours gardés, qui sont là, mais tous les autres secteurs, on a racheté. Et on a beaucoup développé à l'international aussi, puisqu'on est livré dans 50 pays. Donc, on a construit une distribution petit à petit, il faut du temps, et en même temps, une offre produit qu'on a fait progresser, qu'on a amélioré tout le temps. Alors, on va revenir sur Durance en plus. On va détailler tout ça. Mais avant, je voudrais savoir, donc tu pars de cette agence web, c'est ton père donc, qui t'embarque un peu dans l'aventure Durance. Alors, il m'avait fait une proposition et c'est plus moi qui suis revenu vers lui. Il savait pas trop, il me connaissait pas professionnellement, je savais pas trop. Et puis, je suis venu, voilà, et j'ai pris les premières années, j'ai pris le commercial et après, j'ai pris la direction générale. Voilà. Et tu n'avais pas peur de bosser justement en famille Écoute, j'étais plus dans... je trouve que la famille, quand même, ça offre aux entreprises une vision long terme, que n'ont pas beaucoup d'entreprises qui sont très court-termistes. Et je trouve qu'au contraire, c'est plutôt un vrai atout qu'on ne développe pas assez en France. Et quand tu compares, par exemple, en Allemagne, où tu as des entreprises qui sont familiales sur plusieurs générations, ça offre des visions long terme, ça permet d'avoir un actionnariat stable, qui a une vision et qui construit des outils et qui ne cherche pas... on cherche à développer, mais c'est pas l'enrichissement personnel, c'est pas ça qu'il faut. C'est pas comme un fonds qui rachète une boîte et qui la prend, qui fait cracher la boîte et après ils s'en foutent quoi. Et puis les employés, c'est pas ça. Nous, je pense que dans une entreprise familiale, il y a une proximité avec les gens. Nous, on a des gens qui leur maman a travaillé chez nous, la fille a travaillé chez nous, il y a plusieurs générations et voilà, il y a un respect, on se connaît, ça offre quelque chose quand même qui est important quoi. Et pourtant, vous êtes combien de collaborateurs ? Alors chez Durance, là on est 110. D'accord. Très bien, donc tu rejoins Durance en 2001. Tout à fait. Donc en tant que commercial ou directeur commercial Tout à fait. C'était directeur du développement, ça ne voulait pas dire grand-chose, mais c'était ça. Qu'est-ce que tu penses apporter à l'entreprise à ce moment-là ? Est-ce que tu arrives avec une nouvelle vision Non, j'étais pas mal sur l'international quand même. Il y avait rien, il fallait construire l'international, mais il fallait tout construire. Donc, si tu veux, c'était tout petit. Donc, vous étiez combien à l'époque ? Je sais pas, je te dis une bêtise, mais 5, 10 peut-être. Mais non, il fallait construire l'international, la France, et puis il fallait construire la distribution, quoi. Donc, il n'y avait pas de distribution. Donc, tu avais tout ça à construire. Donc, il y avait beaucoup de voyages, beaucoup d'échanges culturels, d'apprentissage des marchés, et toujours, même si avec le corona, c'est plus compliqué en ce moment, il y a moins de déplacements, mais vraiment essayer de comprendre les cultures, les habitudes, comprendre la distribution, comprendre les personnes avec lesquelles tu travailles, et après essayer d'actionner, de développer, tout en ayant un équilibre, en étant rentable. Voilà, c'était ça. Donc il y avait, c'était beaucoup de temps, mais c'était super, c'était fabuleux, c'était vraiment bien. Au niveau des produits, justement, toi qui aimes ça, est-ce que tu as participé, tu as eu une contribution dans le développement des produits, dans les tournures stratégiques ou autres ? Ah oui. Alors j'ai lancé des produits qui ont bien fonctionné. J'ai lancé aussi des produits qui ont pris des bons fours aussi. Mais je pense comment vous faites justement pour savoir où aller c'est un peu... j'imagine un gros travail d'équipe. Mais... Alors déjà, on vend la Provence, c'est notre région, on vend le sud, donc déjà on travaille avec les actifs et on travaille avec des parfumeurs grassois, tout est vraiment local en fait, donc déjà on fait attention par rapport à qui on est. Et vous fabriquez entièrement ici. Tout est fabriqué dans nos ateliers à Grignan, donc dans la Drôme provençale, c'est vraiment le nord de la Provence. Là j'ai visité une fois votre je savais pas. Boutique d'usine, je pense. D'accord, oui, tout à fait. Ça, ouais. Et donc voilà, donc tout est fabriqué vraiment chez nous, et quand on développe des produits, alors on teste, on en parle, etc. Parfois
on se trompe, quelquefois on réussit, donc on a eu des produits qui ont bien fonctionné, et petit à petit on essaie d'améliorer les produits sans cesse et de travailler sur des nouveaux marchés, et on a des vrais challenges en interne, développer un peu plus la cosmétique encore, donc et on travaille. Puis aussi moi j'essaie toujours d'être avec des gens qui sont très compétents. Voilà. Au début, on n'était pas nombreux, on s'est renforcé, mais je crois vraiment à l'humain et à la compétence, moi, beaucoup. Et j'ai la chance d'être entouré vraiment de personnes de très grande qualité, que ce soit au marketing, au commercial, en production, en R&D. Voilà, et même au logistique. Alors, je ne vais pas citer tout le monde, mais vraiment, j'ai vraiment la chance d'avoir des gens qui sont compétents, qu'on a emmenés dans l'histoire et dans l'aventure, en fait, et qui apportent beaucoup, en fait, de leur savoir. Donc, moi, je crois que voilà, si on travaille de manière consciencieuse tous ensemble et que on se pose les bonnes questions et qu'on avance, on construit ensemble. Voilà. Par rapport aux produits, donc tu m'as fait sentir vos nouveautés, des oui, bougies. On voit pas là, mais là il y a les nouvelles collections qui viennent d'arriver ce matin en fait sur mon bureau et j'en suis très fier. J'espère qu'elle va bien fonctionner. Voilà. Et tu vois là, moi ça m'apporte beaucoup d'émotion. Tu vois quand je les vois là. Quand on crée, on a toujours cette fierté de voir le produit qu'on crée entre ses mains et ça fait plaisir. Et je voulais savoir par rapport à la bougie, à la cosmétique, quel est un peu le plus gros du marché, comment, moi qui ne connais pas grand-chose au marché et peut-être les auditeurs non plus. Alors, le marché de la cosmétique est bien plus gros que le marché de la senteur d'intérieur, donc c'est un très très gros marché, et la senteur d'intérieur est un marché qui fait à peu près sur la France 400 millions et à peu près 2 milliards sur l'Europe, si on parle de chiffres, et après on a, nous vraiment, notre métier, on a émergé plus à travers la senteur d'intérieur, mais on continue à conquérir et avancer sur la cosmétique, sur différents marchés, sur la France, beaucoup sur l'Europe en fait. On est très européen, un peu le Moyen-Orient et le Japon. Vous êtes donc à peu près à 60%, c'est ça, en chiffre d'affaires en France, et tout à fait, l'autre partie à l'export. C'est ça, ouais. Alors du coup, l'export, c'est toi qui le développes à la base. Comment tu es reçu dans les autres pays? Bon, après, je sais que le Made in Provence, ça a plutôt bien marché. Hein, alors la France on véhicule deux régions qui sont très belles, qui plaisent beaucoup, Paris et la Provence. Et donc, nous, Durance, on représente vraiment la Provence à l'international et on est plutôt très bien reçu dans tous les pays, dans toutes les cultures et ça plaît. Donc, et là, vous visez le retail comme en France, hein, alors on a une distribution en France on est à la fois dans des jardineries qui sont des univers très nature. On est également chez Audio qui est une belle enseigne. Également, et après on est dans plein de boutiques multimarques qui sont tenues avec talent par des gens qui ont le sens du commerce en fait, donc dans des centres-villes. Ça c'est plus sur la France et un peu sur internet aussi, et après dans chaque pays c'est à peu près la même chose, donc après c'est pas les mêmes enseignes. On est dans... Vous avez repliqué un petit peu le modèle que vous aviez en France pour l'exporter. Voilà, alors on s'adapte un peu au pays, parce qu'au Moyen-Orient, par exemple, il n'y a pas les mêmes enseignes. Donc là, par exemple, sur le Moyen-Orient, on est plus avec nos boutiques. Donc il y a une quinzaine de boutiques Durance au Moyen-Orient. Oui, tout à fait, qui sont des boutiques, des boutiques enseignes, en fait. Vraiment, où tu n'as que 100% de produits Durance. Et là, vous gérez ça à travers des filiales ou c'est... Alors, on est avec des partenaires qui, à chaque fois, développent des entreprises et on le fait ça avec nos partenaires à l'international. Ok. En France, vous avez combien de boutiques en propre ? Alors, en France, on en a une quinzaine et on est présent sur la France sur 1500 points de vente à peu près. D'accord. Ah oui, c'est assez énorme, ouais.
Vous avez une belle présence. On a bien développé notre distribution, oui. Et l'e-commerce par rapport au retail classique, Mhm. alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, toi qui viens d'une agence web à la base Alors, moi, je pense que nos clientes doivent pouvoir trouver d'autres marques, en fait, quel que soit le support. Ça peut être sur leur iPhone, ça peut être dans un magasin, ça peut être. Donc, je pense que c'est important d'apporter de la proximité et le téléphone ou l'ordinateur ou la tablette, c'est quelque chose qui est immédiat et qui nous a beaucoup aidé durant la crise, si tu veux, durant la crise, là qu'on vient de passer. Tous nos points de vente étaient fermés. Donc, c'était le seul moyen qu'on ait eu en fait d'apporter de la proximité, c'était avec nos clientes, c'était Internet. Donc, c'est quelque chose qui est important. Après, on essaie de proposer parfois pas forcément la même offre à travers Internet. On travaille un peu sur ça parce que les besoins sont pas forcément les mêmes. Et puis, à travers la communication, à travers les réseaux sociaux, voilà, c'est quelque chose de différent. Voilà, durant le confinement, on avait monté un journal du confinement, on a fait beaucoup de vidéos, on a fait venir, on a donné des cours de cuisine, on a donné des cours de yoga, des cours de nutrition. Sur Instagram aussi? Sur Instagram, oui, tout à fait. On a fait venir intervenir un psychologue. Instagram Live a explosé pendant le confinement. Tout à fait. Et les gens regardaient, je pense qu'ils ont été assez sensibles à ça. Donc ça apporte, voilà, on essaie d'apporter de la proximité et de suivre nos clientes. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu sur toi et ton parcours. Tu as fait un MBA à HEC en 2011. Alors, c'est marrant parce que tu es le deuxième que j'interviewe qui a fait un MBA. Pourtant, je n'ai pas fait beaucoup d'épisodes encore, mais il y a eu Laurent Choucroune de Synergy Family qui finissait juste son MBA avant le confinement. Enfin, un petit peu avant le confinement. Bref, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de pourquoi tu as fait... pourquoi tu continues encore tes études? Alors, pourquoi tu as... Par la suite, tu as fait aussi une formation en parfumerie. Voilà. Alors, moi, je pense qu'on apprend tout le temps et qu'on progresse tout le temps. Et c'est assez français de dire, tiens, j'ai fait des études et j'arrête derrière. Quand tu regardes... Gerhard Schröder, je crois qu'il commence à travailler, il devient avocat vers 30 et quelques, 32, 31, 32. Barack Obama est retourné sur les bancs de l'école. Culturellement, en fait, il y a plein de pays, Allemagne, États-Unis, où les gens bossent et puis après ils retournent sur les bancs de l'école se former. Et on n'a pas la même motivation, je pense aussi, quand on va se former. Donc déjà, moi, je pense que c'est très important et j'apprends tout le temps et je me forme tout le temps. Et après, j'ai décidé d'y aller pour progresser, pour apprendre. Je pense que j'ai beaucoup appris sur plein de sujets. J'ai été pendant 2 ans bien sous pression parce que tu as à la fois... ta vie familiale à gérer, ton entreprise et en même temps le MBA. Donc c'est 2 années qui sont excessivement denses, mais c'est quoi, passionnantes. C'est une fois par semaine? Alors il y a plein de formules différentes sur le campus à Juillan-Josas. Moi j'étais 1 semaine par mois. Ah oui, c'est ça, 1 semaine par mois. Voilà. Mais Laurent, c'était pareil. C'est 1 semaine par mois. Et, oui, c'est assez intense quand même. Ah ouais, et puis la semaine, quand tu es là-bas, ils te massacrent bien. Hein. Donc, tu as plein de trucs à rendre, ils te mettent bien sous pression. Et puis en plus, tu as beaucoup de travail, de préparation à faire. Donc, j'ai eu pas mal de week-ends sacrifiés, même beaucoup de week-ends sacrifiés. Donc, non, c'était assez intensif. Et alors, j'ai adoré, parce qu'il y a plein de business cases, on lit plein de business cases, et beaucoup qui viennent d'HEC ou de la Harvard Business Review. D'ailleurs, je suis toujours abonné à la Harvard Business Review pour lire des business cases. Donc, c'est toujours passionnant. On rencontre des enseignants de très bonne qualité. Il y en a pas mal avec lesquels je suis encore en contact, que j'apprécie beaucoup. Et puis, on se fait un bon réseau aussi. C'est-à-dire que tous les jours de ma promo, on est toujours très très proches sur WhatsApp. C'est un peu des gens du même profil que toi, finalement. Ouais, il y a pas mal. Ouais, tout à fait. Et on échange beaucoup et ils sont tous c'est une petite pensée pour eux, mais ils sont tous de très bonne qualité. Et quand on a un problème, tu passes un coup de fil et tu as quelqu'un qui t'apporte des insights, des idées qui sont très intéressantes. Donc ça permet toujours d'être challengé, d'avoir des bons réflexes. Et qu'est-ce
que t'as apporté cette formation plus concrètement pour Durance ? J'ai une vision en finance qui est plus développée. La partie Internet, ça avait été mieux. Je pense que j'ai une vision stratégique aussi sur les deux axes à développer, la distribution, l'offre produit qui était bien aussi. La vision ressources humaines aussi était très très bien. Donc vraiment, on a fait tous les compartiments et je pense que ça m'a fait progresser. Et puis je pense que alors à l'époque, ça avait fait progresser les équipes aussi parce que je lisais des business cases, j'ai trouvé intéressant, puis je les donnais aux équipes aussi. Et on disait, mais attends, et on travaillait ensemble, et on disait, mais on pourrait faire ça aussi, nous. Et donc ça a fait progresser globalement l'entreprise, je pense, également. C'est intéressant. Tu fais aussi une formation en parfumerie ? Alors le parfum, c'est quelque chose qui est très important chez nous, et ça me paraissait un minimum de connaître la parfumerie, comment ça fonctionne. Alors enfant, j'ai fait des stages déjà en parfumerie, moi, chez un de nos fournisseurs, et donc je connaissais un peu, mais j'avais jamais été avec des nez. Donc j'ai fait de formation avec des nez à l'ISIPCA à Versailles, c'est là où tous les nez sont formés. Alors je suis pas né parce que il faut beaucoup de temps et j'avais pas le temps, mais j'ai appris à composer des parfums, à peser. Je connais pas mal les matières. Donc j'ai vraiment aimé ça en fait. Après, on travaille avec des professionnels dans le parfum parce que c'est un métier qui est très réglementé, on fait très attention aux allergènes, et donc il faut vraiment des logiciels, il faut bien connaître les matières. Il y a 2000 matières différentes, donc on ne peut pas se permettre de faire ça, nous. Il faut vraiment des professionnels, et on travaille avec des maisons de parfum à Grasse en fait pour faire ça, mais j'ai adoré et j'adore le parfum et je dis toujours beaucoup sur le parfum. Je pense que j'ai un nez qui est développé par rapport au commun des mortels parce que j'ai l'habitude de sentir, voilà, et je sens tout le temps, on sent les bougies, donc donc c'était intéressant. Je pense que faut être passionné par ces produits, par ce qu'on fait, et si on n'essaye pas de comprendre, je pense qu'on passe à côté un peu de l'histoire. J'ai lu donc dans des articles, oui, que tu étais un amoureux de la nature, un passionné de voyage. Alors la nature déjà c'est important pour moi, parce que personnellement, parce que tu vois, le week-end dernier, j'étais avec ma femme, ma fille en randonnée avec un âne, et on a bivouaqué avec une tente, et je pense que c'est des valeurs simples, se connecter aux choses, et partager des moments, de se réveiller au milieu des champs d'oiseaux tout seul sur une tente. Je pense que c'est des valeurs qui sont importantes pour moi de transmettre. Donc, et puis on a une nature en Provence qui est sublime quand même. Et nous, notre région ici, j'étais sur le Mont Ventoux là, il y a le Luberon, les monts du Vaucluse, les Alpes, c'est sublime quoi, vraiment. Donc donc pour moi c'est important. Après pour l'entreprise, c'est très important parce que nos formules sont naturelles. On travaille de plus en plus à des nouvelles formules avec plus de naturalité, même sur le packaging. On a vraiment des objectifs qui sont très forts en termes de packaging recyclé, et on a une vision vraiment de bien faire les choses en fait sur la nature. Donc vraiment ça fait partie des valeurs de l'entreprise qui sont ancrées. L'artisanat chez Durance, quand une bougie, alors j'en ai une là, mais voilà, quand une bougie, tu vois, avec le raffia c'est vraiment fini à la main, quoi. C'est pas une machine qui fait ça, c'est vraiment quelqu'un, c'est la main de l'homme qui fait ça. Donc la notion d'artisanat, la notion de nature, ouais, c'est des choses qui sont essentielles, moi à titre personnel, puis pour la marque et pour l'entreprise et pour les gens qui s'engagent aussi chez nous. Il y a un vrai engagement, donc non, c'est important. Ensuite, pour les voyages, tu as rapidement parlé peut-être de l'Afrique et du Japon, il me semble. Tu as un attachement avec ces pays ou pas? Alors moi, je suis très attaché au Japon. Je suis passionné du Japon. Je pense que j'ai dû y aller une vingtaine de fois. Ah ouais. Et pourquoi? Pour le travail, déjà. Alors la première fois que j'y suis allé, c'était avec mon parrain. Mon parrain, alors j'ai grandi aussi dans la nature. Mon parrain s'appelle Alain Bougrain-Dubourg et c'était le président, et c'est toujours le président, pardon, Alain, de la Ligue protectrice des oiseaux, de la LPO, et il était également, il présentait une émission qui s'appelait Animalia, et à la télévision, qui était une émission phare pour les animaux. Et j'étais parti avec lui lorsque j'avais 18 ans, c'était mon cadeau pour mes 18 ans, faire une émission à Tokyo. Donc on avait étudié les baleines.
On avait étudié des singes aussi dans les montagnes. Et c'était un magnifique moment. Et donc voilà, c'était ma première confrontation à 18 ans au Japon, c'était un grand écart culturel gigantesque et qui m'a marqué. Puis j'ai grandi aussi moi avec des mangas, des dessins animés japonais en fait. À l'époque, les chaînes de télévision achetaient des dessins animés japonais en fait, et les ramenaient en France. Et j'ai grandi dans cet univers-là. Et après, j'y suis allé très régulièrement. J'ai fait de la rando, tu vois, j'ai escaladé le Fuji, j'ai fait plein de choses. Et en même temps, j'aime l'art de vivre au Japon, j'aime leur manière d'être. Il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans ce pays, même si je trouve que la place de la femme n'est pas au même niveau qu'en Occident. Donc ça, c'est un reproche que je leur ferai. Mais sinon, il y a un art de vivre, une culture très intéressante. On parle souvent aujourd'hui du monde après cette pandémie. Ouais, comment tu le vois, toi, ce changement, peut-être à travers ton entreprise ou tout simplement au niveau personnel Déjà, j'ai été, moi, admiratif des gens qui travaillent chez Durance, où, tu sais, on parle beaucoup de héros du quotidien. Moi, j'en ai beaucoup chez Durance, des héros du quotidien, parce que au départ, il y avait une grosse pression sur la sécurité, les masques. Bon, on n'avait pas tout ça, il n'y en avait pas en France et on continuait à travailler. Il fallait livrer en logistique le site internet, il fallait faire des choses. Et donc, moi, j'ai eu pas mal de héros du quotidien, des gens qui sont vraiment impliqués. Donc, je trouvais vraiment qu'il y avait une entraide forte dans l'entreprise et il y avait des belles valeurs. Les gens, ils avaient envie d'être là pour leur entreprise. Donc, vraiment, je trouvais que c'était très bien. Et après, comment je vois la suite? Alors, je pense que j'espère qu'on va retourner un peu plus au local. Déjà sur l'alimentaire, je trouve qu'il y a des tendances. J'aimerais bien un peu plus sur les produits aussi, mais sur le Made in France. Après, j'ai peur que ce soit un épiphénomène aussi parce qu'il y a un équilibre avec le prix aussi et on peut pas dire que tu achètes tout produit en France, hein. Déjà sur certains produits de biens de consommation on n'a pas plus le savoir-faire et puis après il y a la notion de prix aussi, comment tu fais, est-ce que tout le monde est prêt à mettre 20-30% plus cher, donc je sais pas, moi je me suis demandé si on veut vraiment reproduire en France, il faudrait peut-être repenser notre modèle social et faire peut-être qu'il y ait moins de charges sur les salaires pour qu'on soit plus compétitif et prélever l'argent d'une autre manière en fait pour les entreprises et encourager les entreprises. J'ai été assez déçu, moi, qu'on n'essaye pas de refonder notre modèle économique au niveau des entreprises et dire que les charges ne reposent pas sur les salaires et les salariés pour encourager l'emploi, encourager des entreprises à embaucher en France et mettre le prélèvement de la richesse pour nourrir l'État ailleurs, quoi. Je trouve qu'on n'a pas assez repensé des choses. Donc, j'ai peur que ce soit... qu'il n'y ait pas une vraie prise de conscience et que ça va être business as usual et qu'il ne va pas y avoir de vrais changements en fait. Il n'y a pas de vraie remise en question et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'utopie que ce sera rien n'est plus jamais comme pareil. Il y a des collapsologues, il y a toute cette tendance-là. Moi, je ne m'inscris pas trop là-dedans. Je suis plus sur... il peut y avoir des rêves, hein. Je trouve ça très très bien d'avoir des rêves, mais je pense que la réalité économique est différente et que ce serait intéressant que beaucoup de personnes dans notre pays se confrontent à l'économie en fait, et une culture économique, juste une culture économique, comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne une entreprise, et je pense que ça nous aiderait tous à, en effet, repenser notre modèle de manière différente pour créer de la prospérité et de la richesse en France. Pour moi, c'est vraiment très important, créer de la richesse, de la prospérité pour pouvoir la repartager, mais l'en créer, quoi, et se battre pour ça, quoi. Tu es aussi quelqu'un très proche de la culture, tu aimes le théâtre, vous avez un prix Durance. Oui, quand je vois aussi ta bibliothèque. Tu vois, il y a pas mal de pièces là qui sont issues du prix Durance qu'on a fait écrire.
Tu peux nous en parler de tout ça? Déjà, pourquoi avoir créé un prix Durance? C'était toi l'initiative? Alors, il y avait déjà Grignan, c'est là où on est produit. C'est là où la marquise de Sévigné en fait écrivait ses lettres. Donc c'est déjà, tu vois, une femme, un écrivain. C'est lié déjà à notre univers. Très beau château de Grignan. Très très beau, magnifique. J'encourage vraiment les gens à aller à Grignan. C'est un petit bijou du nord de la Provence. Et donc, alors j'aimais beaucoup le théâtre. J'ai fait 50 théâtres. Mon épouse aime aussi beaucoup le théâtre. On est un couple. Voilà, cet art vivant nous fait vibrer, on aimait ça et c'était lié à Durance. Donc on a monté un prix avec la SACD, un prix Durance, et on remettait une fois par an une bourse d'écriture à un écrivain. On a eu des très beaux écrivains. Il y a eu des écrivains qui ont eu des Molières, qui ont écrit des pièces. Il y a des pièces qui ont été jouées à Paris. Et c'était une magnifique aventure. Et on a fait écrire des pièces. Et il y en a qui ont bien vécu. Et alors après, le prix s'est arrêté parce que le festival s'est arrêté aussi. Il y avait des changements de personnes. On a arrêté ça, mais c'était des années merveilleuses aussi. La marraine, c'était Claire Chazal, donc c'était vraiment très très bien. Ouais. Vous avez arrêté il n'y a pas si longtemps, non? Puisque en 2017, il y avait encore Leila Slimani. Tout à fait. Alors Leila Slimani est la dernière à avoir reçu le prix. Pour une chanson douce. Alors elle a reçu le prix pour un autre texte en fait qu'elle avait écrit, et donc elle a reçu. Et alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle a reçu le prix Durance et le concours en même temps. Donc c'est. Alors je dis ça pour. Vous avez fait une compétition avec. Mais non, alors parce que Leila Slimani, c'est la dernière à avoir eu le prix. Et après en fait. Moi, ces romans, je les adore. Ouais. C'est une femme charmante avec qui j'ai passé un peu de temps et qui a du caractère et qui en même temps a de la féminité, donc puis qui est très engagée. Donc non, c'est. Et du coup, tu as fait du théâtre. Oui. C'était il y a longtemps? Alors oui, c'était il y a pas mal d'années maintenant, mais j'avais essayé de continuer, mais il y a. Alors, ça prend du temps de faire du théâtre parce qu'il faut apprendre les textes. Parce que si tu n'apprends pas tes textes, tu peux pas donner la réplique et tu bloques le groupe. Et moi, j'aimais bien le théâtre parce que j'aimais bien le collectif aussi. C'est quelque chose qui est important. Tu montes en scène ensemble, il y a quelque chose qui se passe, il y a une alchimie, il y a quelque chose d'assez humain qui est très fort. Et donc j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps d'apprendre mes textes, plus la vie familiale. Avant, j'arrivais à apprendre des textes les week-ends, donc tu pouvais te rattraper les week-ends, mais les week-ends, je fais d'autres choses fabuleuses, mais voilà, je pouvais pas tout faire, donc j'ai arrêté le théâtre. Ouais. Je comprends tout à fait, je partage cette passion avec toi, parce que j'avais fait moi-même du théâtre aussi pendant pas mal d'années. Et pareil, comme toi, j'ai plus le temps d'apprendre des textes. Et donc, mais c'est passionnant, le théâtre. Mais j'y reviendrai. Moi, je pense que je jouerai des rôles de vieux quand je serai plus âgé, et je suis certain que je remonterai sur scène. Oui, tout à fait. Mais j'y reviendrai. Tu étais dans un groupe local, c'est ça ou Oui, tout à fait. C'était à Avignon. C'est une compagnie à Avignon, tout à fait. Et plutôt dans le contemporain? Ah non, alors j'ai joué du classique, j'ai joué du contemporain aussi. J'ai un peu de tout, du Woody Allen, ça dépendait vraiment des choix de la prof. Ok. Alors j'ai quelques questions pour toi pour finir cette interview que tu m'as peut-être répondu en partie déjà. Alors ce serait comment tu progresses? Donc tu m'as dit via des formations un peu en continu. Alors à progresser. Déjà, alors moi j'écoute beaucoup de podcasts. Donc, qu'est-ce que tu écoutes? Tu pourrais nous donner quelques... Alors, ça dépend des thématiques. Sur les podcasts qui sont un peu sur l'entrepreneuriat, il y a Le Gratin et Génération Do It Yourself. Donc, j'écoute les deux. Ça dépend des moments, ça dépend des invités. Pour comprendre plus la politique et le monde, j'ai un podcast qui m'a... Alors, c'était une émission sur France Culture avant qui s'appelait L'Esprit Public, et maintenant qui s'appelle Le Nouvel Esprit Public. C'est Philippe Meyer, et ça fait très très longtemps que je l'écoute, et je pense qu'il a contribué à ma formation, et avec des gens
qui sont extraordinaires, qui sont invités, et ça donne... il y a toujours 4 invités, ils se contredisent jamais, et ils ont des avis qui sont divergents, mais comme ils n'ont pas le droit d'être interrompus, ça permet d'avoir une construction intellectuelle et de comprendre un peu. Donc on n'est pas dans le débat, on est vraiment dans la réflexion. Donc je suis un grand fan du Nouvel Esprit Public. Et après, en lecture, je suis toujours abonné à la HBR, la Harvard Business Review, que je lis. J'ai lu beaucoup de livres de management de Drucker, Peter Drucker, j'aimais bien. Et après... d'un point de vue professionnel, je regarde beaucoup aussi la concurrence, des innovations qui se font un peu partout, sur les autres marchés, dans l'alimentaire. Je suis souvent branché sur alors c'est mon métier, hein, mais des produits qui sortent. Je suis un passionné des produits. Dès qu'il y a une innovation, je l'achète et j'essaye. Voilà. Je trouve ça toujours très intéressant. Alors du coup, dans tout ça, comment tu arrives à trouver ton équilibre, vie professionnelle, vie personnelle ? Alors, moi, j'ai une règle, c'est quand je rentre à la maison, je regarde plus mes emails. Donc, jamais. C'est-à-dire que je regarde pas mes emails. Et donc, j'essaye vraiment de couper et de faire des choses qui n'ont rien à voir, en fait. Donc, je cuisine. J'aime bien cuisiner. Ma femme aussi cuisine. On est tous les deux, on a un couple qui aime bien... les plaisirs de la vie. La cuisine, c'est un super plaisir. Et donc, je cuisine, je pense que je m'évade bien quand je cuisine. Je lis aussi. Et quand je suis chez moi, je lis pas forcément des bouquins professionnels. Donc, j'essaye vraiment de couper l'univers. Ça peut être... je sais pas... là, en ce moment, C'était plus un thriller historique, c'est Philippe Kerr, la trilogie berlinoise. Là, je suis en train de finir. Ça peut être des classiques. Alors, je sais que Guillaume a lu Alexandre Dumas aussi, en fait. Alors, c'est marrant parce que je viens de le terminer aussi. Donc, bon, et je ne le savais pas. Et donc voilà, je lis, j'ai lu le dernier Bec BD, ça m'a bien fait marrer. Voilà, j'aime les romans et m'échapper, en fait. Ok. Et du coup, tu arrives à prendre le temps pour lire le soir Je prends toujours le temps pour lire le soir, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas un soir où je ne lis pas, c'est pas possible. Je lis, je regarde pas la télévision, je trouve que c'est une perte de temps. Donc je lis, j'essaye aussi de faire du sport. Moi, le sport, ça me... on est dans des métiers où parfois il peut y avoir du stress, donc de l'adrénaline et puis je trouve que pour bien compenser, faire du sport c'est bien. Donc j'essaye de faire du sport 2 fois dans la semaine minimum, en fait, et donc le week-end et 1 fois dans la semaine. Je pense que ça permet ça m'apporte un équilibre aussi, c'est un exutoire, c'est un échappatoire et j'ai besoin de transpirer, donc je fais soit je cours, soit je fais du VTT. Alors toujours lié à la nature, hein, je cours dans la nature et donc je me déconnecte un peu. Durant le confinement, j'ai essayé un peu la méditation. Alors il y a une appli qui s'appelle Petit Bambou qui est pas mal. J'ai bien aimé, moi. Et alors j'ai eu la chance de rencontrer durant mon MBA Christophe André, donc avec qui on a passé une journée merveilleuse où il nous a expliqué beaucoup de choses et qui nous a initiés sur la méditation et le mental. Et donc il nous a donné des exercices que je fais encore tous les jours. Comme quoi alors, il y a un exercice, c'est trouver 3 moments de bonheur dans sa journée et s'endormir en pensant à ces 3 moments de bonheur. Et donc un moment de bonheur, lui, il le définit comme c'est un moment de bien-être que tu vis, mais non seulement tu le vis, mais tu l'intellectualises. Tu dis, là, je suis vraiment bien, là. Parce qu'on a certainement tout le monde a certainement des moments de bonheur, mais peut-être mais tu n'y penses pas forcément. On le verbalise pas, on se dit pas, tiens, là je suis bien. Et donc ça peut être, je suis dans le TGV, je regarde un magnifique coucher de soleil et je prends un moment et je dis je suis vraiment bien. Et voilà, donc, mais au départ, c'est une certaine discipline qui fait que les premiers soirs, tu t'endors, mais tu te dis, attends, j'ai eu des moments de bonheur dans ma journée ou pas ? Et voilà, tu prends pas ce temps-là. Et donc, le fait de faire cet exercice, ça t'oblige dans la journée à avoir des moments où tu te poses un peu et ça fait beaucoup de bien, je pense. Et je m'endors plutôt bien, j'ai un bon sommeil.
J'avais eu l'occasion aussi de rencontrer le Mathieu Ricard au Népal, qui est toujours beaucoup au Népal. Et très intéressant, toute cette partie sur la méditation. Et, je pense que ça a des vrais bienfaits sur notre cerveau et sur la santé en général. Alors, une question sur l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que toi, tu penses qu'il y a peut-être une difficulté d'entreprendre dans d'autres régions que Paris ? Alors, déjà, ce qui est difficile pour moi dans cette question, c'est que je n'ai pas vraiment travaillé à Paris. Donc, je ne peux pas vraiment comparer. Moi, je sais ce qu'on fait ici, en fait. Ici, on propose un travail avec une superbe qualité de vie. C'est-à-dire que quand tu vis, que tu travailles, c'est bien d'avoir des gens qui soient de bon niveau autour de toi, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir une vie avec une maison, un jardin, de tangibiliser ta vie à travers quelque chose d'assez agréable, en fait, que tu n'as absolument pas à Paris. Moi, je vois tous les gens qui travaillent à Paris, qui vivent dans des conditions à part ceux qui ont des très gros salaires, mais sinon, quand tu regardes, ils vivent dans des petits apparts et ils sont dans la pollution et ils perdent un temps fou dans les transports en commun. Donc moi, ce que je sais qu'ici, c'est que il y a un gain de temps fabuleux sur tes déplacements. Tu fais pas la queue tout le temps. Quand tu sors, tu dis pas tiens, faut que je réserve mes 5 restaurants de la semaine 2 mois à l'avance pour être sûr d'avoir les bonnes tables, les bons restos, et tout. Tu passes ton temps à réserver, à planifier tout si tu veux avoir une bonne qualité de vie. Ici, franchement, il y a un rythme de vie qui est très agréable. On peut avoir des enfants dans des belles maisons. Donc déjà, il y a une qualité de vie qui est incroyable, et je pense que il va y avoir une grosse tendance j'espère, dans les changements, j'espère que les gens avec le home office qui va plus se développer vont vivre peut-être plus dans des régions, en fait, plutôt que d'être à Paris, et peut-être aller 1 ou 2 jours à Paris, en fait, mais vivre dans des régions. Et je pense que les entreprises régionales et des entreprises en Provence proposent une super qualité de vie avec des jobs intéressants. Et si tu as une qualité de vie avec un job intéressant, que tu as des bonnes écoles pour tes enfants et que tout le monde s'épanouit, franchement, c'est pas les mêmes vies, quoi. Le week-end, quand tu sors et que... alors, le week-end d'avant, avant le camping avec l'âne, on est parti faire du canoë sur la Sorgue. Si tu veux, voilà, ça n'a rien à voir. Effectivement, je pense que le confinement, ça a peut-être réveillé des envies chez beaucoup de personnes qui étaient un peu trop pris dans cette vie effrénée de grande ville. Et puis en plus, quand tu es dans nos régions, tu deviens un acteur local. C'est-à-dire que c'est un vrai sens. Tu peux déjeuner avec le préfet, tu déjeunes avec le président de la chambre de commerce, tu rencontres les gens, tu peux rencontrer le maire, tu peux avoir une empreinte, tu peux laisser quelque chose, tu peux intervenir, et tu peux faire bouger des lignes. Alors, quel serait ton rêve le plus fou ? Alors, mon rêve de plus fou, je le garderai pour moi, je pense, parce que c'est vraiment... c'est de la folie. Non, parce que c'est plus une ambition professionnelle, en fait, et on partage au sein de l'entreprise des projets, des visions, donc que j'aimerais bien qu'ils réussissent. Donc, toujours développer du Rance, moi, beaucoup. C'est vraiment... j'y suis très attaché, et continuer à développer ce beau projet, et voilà, j'ai des rêves entrepreneuriaux assez forts, et après continuer à essayer toujours de manager du temps avec ma femme et ma fille. Alors en ce moment, j'ai plus de temps parce que je suis moins en déplacement, mais je suis très souvent en déplacement quand même. Je suis entre 1/3 et la moitié de mon temps en déplacement, donc voilà, être vraiment présent avec elle lorsque je suis là. Et justement, peut-être que les déplacements aussi, ça va beaucoup, beaucoup freiner. On va avoir des nouvelles habitudes de communiquer. Moi, je crois que derrière un ordinateur, même quand tu regardes une image, en fait, d'un produit, d'un concurrent, d'un marché, tu fais pas travailler toutes les parties de ton cerveau. Et je crois qu'il faut être immergé dans un point de vente, immergé dans un marché pour vraiment comprendre. Et c'est là où tu
tu utilises toutes tes ressources et le fait d'utiliser toutes tes ressources physiques, psychiques, tu es plus créatif, tu comprends mieux les choses et il se passe plus de choses et tu es plus innovant. Voilà. Il y a sûrement des métiers plus favorables que d'autres à ce... Moi, je vais toujours avoir besoin de voyager. Ça tombe bien, tu aimes ça. Donc. Oui, tout à fait. Alors, si tu aurais un petit peu des conseils aux personnes qui ont envie de lancer l'entreprise, de se lancer dans des projets, etc., quels seraient un peu les conseils que tu donnerais, peut-être qu'on t'a donné à toi et que tu pourrais transmettre? Alors, j'ai vu beaucoup d'entreprises se monter sur la passion du produit. Je pense que c'est très important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être passionné, mais il faut vraiment aimer le produit, il faut vraiment aimer ce qu'on fait, mais il faut penser à la distribution aussi, par les canaux avec lesquels comment faire pour que mon produit touche le consommateur ou la consommatrice. Et beaucoup de personnes ont des idées qui sont remarquables en fait, mais aller jusqu'au client, c'est compliqué. Et donc... Donc voilà. Finalement, la vente, quoi. Oui, ils n'y arrivent pas, ou la distribution n'est pas prête, donc voilà, faut avoir les deux vraiment. Moi, dans mon métier, il faut avoir à chaque fois une offre qui est adaptée à une distribution. Voilà. Et il faut vraiment allier les deux. Il ne faut pas oublier les deux. On peut être passionné par un produit, faire des choses de manière extraordinaire, mais si on n'arrive pas à le faire venir jusqu'au consommateur, c'est très compliqué. Donc, faut vraiment bien réfléchir à la distribution et bien réfléchir le produit. J'ai vu beaucoup d'échecs en fait qui sont liés à un manque de connaissance de la distribution. Est-ce que tu as eu des mentors dans ta vie? Alors moi, je pense que j'ai eu mon père et ses frères qui quand j'ai grandi. J'ai eu un prêtre durant mon adolescence qui a été important, qui m'a fait lire des choses, qui m'a enrichi aussi. Et j'ai eu un coach en stratégie qui a été bien aussi, donc qui m'a beaucoup apporté. Donc j'ai eu des personnes qui m'ont apporté, et puis et je me nourris aussi d'expériences de plein de personnes. Quand j'écoute Génération Do It Yourself, quand j'écoute des podcasts, voilà, j'écoute d'autres entrepreneurs, je regarde ce qu'ils font, ça me donne des envies. Donc je suis toujours très attentif à mon environnement et bien sûr tu te nourris des autres et il y a ton éducation, mais tu te nourris aussi, tu t'adaptes. En plus ça va très vite, donc faut toujours s'adapter et regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Donc bien sûr je suis très inspiré par mon environnement. D'ailleurs, on remercie, on a oublié de remercier donc Guillaume Pellegrin, Tout à fait. qui nous a mis en relation. Donc avec qui tu es dans un club qui s'appelle le Yop Club. Tout à fait. Je vois le mug sur le bureau. Oui, je l'ai bien mis en avant, c'est Yop Club, c'est un club très important. Il y a plein d'hommes de très grande qualité dans ce club en fait, et qui sont dynamiques, qui sont du Sud et qui font bouger le Sud. Donc c'est un club à la fois où on apprend, pour reprendre les termes d'entre nous, où on s'ouvre le chakra, et en même temps très convivial. Ok, génial. Écoute, merci beaucoup pour tout et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous de votre écoute. J'espère que cette conversation vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.